Là, c'est nous, des étudiants en Master 2, Management des technologies et de l'innovation, ou MTI. Une belle promo d'étudiants et d'étudiantes dynamiques aux profils divers. Tous les ans, notre master s'emploie à créer une conférence originale et unique nommée le MTI Experience. En 2018, le MTI Experience, ça a donné ça. Imaginez un événement de dingue. 5 mois de préparation, 800 personnes, un amphi rempli à craquer, une superbe mise en scène et des décors dignes d'un film hollywoodien. Et puis l'année dernière, ça a donné ça. Une annulation de dernière minute suite à l'annonce du premier confinement dû à la crise du coronavirus. Bref, nous le savions depuis le début, cette année, le MTI Experience porterait mieux que jamais son nom. En effet, nous avons dû innover et faire preuve de créativité pour renouveler l'expérience. Le thème que nous avons choisi d'explorer n'est pas nouveau, mais est particulièrement d'actualité. C'est celui de la résilience. Un choix qui illustre bien le bouleversement que nous vivons et qui nous donne, par bien des aspects, du fil à retordre. Ces crises et perturbations nous demandent en tant qu'individus et en tant que société de s'adapter. Mais rappelons-nous qu'au cours de l'histoire, ces événements ont aussi été catalyseurs de nombreuses inventions et phénomènes sociaux inédits. Nous avons donc voulu nous intéresser à la résilience, à son sens, sa place et son lien avec l'innovation. C'est vrai que la résilience, on en entend parler partout. Dans les journaux, sur les plateaux télé ou encore sur les réseaux sociaux. Chacun y va de sa définition et de son interprétation. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que la résilience ? Déjà, c'est un mot qui nous vient du latin resiliens, qui signifie rebondir, redémarrer. C'est en fait la capacité d'un être ou d'un objet à surmonter une perturbation. Cette définition, d'abord employée en physique des matériaux, a ensuite été étendue à plusieurs contextes en intégrant la notion de retour à l'équilibre. Cet équilibre implique de trouver une situation stable, qui n'est pas nécessairement celle d'avant le choc. Par exemple, dans le domaine agricole, on parle de sol résilient quand la vie reprend après avoir subi une agression, comme un incendie ou une inondation. En biologie, c'est lorsque des cellules ou un écosystème retrouvent un état de fonctionnement stable après avoir subi des perturbations de leur environnement. On le dit aussi d'une ville quand elle a la capacité de s'adapter aux événements afin de limiter les effets des catastrophes naturelles ou des crises sociétales. Finalement, aujourd'hui, on la retrouve dans une multitude de domaines et de champs d'innovation. De quoi se perdre ? C'est pour cela que nous vous proposons de dérouler ensemble le fil de notre réflexion pour retrouver notre chemin dans le labyrinthe de la connaissance. Le long de ce fil, nous rencontrerons 6 experts qui sauront nous guider vers le chemin de la résilience. Avec eux, nous avons souhaité observer, sous différents angles, cette notion trop souvent décriée et mettre en lumière toute la pertinence avec laquelle elle nous permet d'aborder l'avenir et la conception de solutions futures. Mais comment appréhender ces phénomènes qui ponctuent nos vies ? Comment faire de ces perturbations des moteurs d'innovation pour que nos sociétés évoluent avec leur temps ? Et de quelle façon l'innovation résiliente peut-elle être un vecteur d'équilibre durable ? Alors accrochez-vous, ne perdez pas le fil et plongeons ensemble dans cette exploration. Pour commencer, nous sortons l'artillerie lourde. Allier l'imaginaire au crédible, la science à la fiction, la littérature aux enjeux de défense et d'armement, c'est le pari de la Red Team. Mandatée par l'Agence de l'innovation de défense, AID, cette équipe de 10 auteurs, illustrateurs et créateurs de science-fiction travaille pour l'état-major des armées et la direction générale de l'armement. Ils ont pour mission d'offrir une vision prospective des enjeux actuels à l'horizon 2030-2060 et de proposer des scénarios crédibles du futur. Le but est de permettre à la nation française d'identifier les risques technologiques, militaires, économiques et environnementaux afin de les anticiper. Mais comment ces auteurs de science-fiction imaginent-ils ces futurs dystopiques et en quoi l'armée s'en inspire-t-elle pour devenir plus résiliente ? Nous avons rencontré le commandant Jean-Baptiste Collat, copilote de l'Innovation Défense Lab et en charge de la Red Team qui nous ouvre les portes de cette odyssée littéraire et scientifique détonnante. Alors les armées, depuis tout temps, ont besoin d'innover, de se transformer, tout simplement parce que les armées doivent à chaque fois garantir la supériorité opérationnelle de leurs capacités. Et donc, pour garantir cette supériorité opérationnelle, il est nécessaire, voire même obligatoire, pour elles, d'anticiper l'avenir, d'anticiper ce qui va se passer,
pour pouvoir être prête au moment où les choses vont se dérouler. Et l'anticipation, c'est dans l'ADN depuis tout le temps des armées. Alors il y a plusieurs manières d'anticiper des événements, et c'est vrai que la science-fiction apporte un cadre qui est très différent pour anticiper l'avenir. Donc la connexion entre un art qui est la science-fiction et le monde militaire, il est extrêmement fort et extrêmement intéressant, puisqu'il permet aux armées de sortir un peu d'un cadre classique, à la fois dans un cadre de réflexion et puis dans la vision que peuvent amener des auteurs qui ne sont pas militaires, qui n'ont pas de passé militaire et qui ont donc une fraîcheur d'esprit, une fraîcheur d'approche qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on est au cœur même d'une institution comme le ministère des Armées. C'est quelque chose qui est vrai également dans d'autres organisations. Quand vous êtes au cœur d'une organisation, c'est très difficile de prendre de la hauteur et vous avez besoin d'un regard souvent extérieur pour vous amener cette fraîcheur de regard et cette capacité à imaginer autre chose. En face de cette Red Team, il y a une Blue Team. Donc des acteurs du ministère des Armées qui challengent la création des mondes de la Red Team et la création de scénarios de menaces qui sont produits, qui sont pour partie confidentiels et qui permettent donc d'aller nourrir très concrètement la réflexion du ministère des Armées qui, à partir de cette réflexion, peut envisager de créer soit des projets, soit de lancer des études qui vont être en lien avec ce qu'a imaginé la Red Team. Et la résilience, elle est très liée à la capacité d'anticipation dans les domaines qui intéressent justement des secteurs qui sont à la fois mouvants, incertains, et des bulles de nouveautés qui peuvent émerger un petit peu au moment où on s'y attend le moins. Et quand on parle de résilience au sein du ministère des Armées, il faut la comprendre dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand plus rien ne fonctionne, les armées doivent encore fonctionner. Et donc pour arriver à cette capacité-là, eh bien, on a à la fois besoin d'une résilience qui est technologique, c'est-à-dire que tous les systèmes, il faut les penser à la fois dans une capacité totale, c'est-à-dire qu'ils doivent être extrêmement performants, et en même temps, ils doivent avoir ce qu'on appelle une réversibilité, c'est-à-dire une capacité à fonctionner malgré des épreuves, malgré des cas qui ne sont pas prévus, et malgré tout un tas de problèmes qui pourraient se présenter à eux. L'autre point qui est extrêmement important du point de vue de la résilience dans les armées, c'est qu'il faut bien comprendre que dans un conflit armé, au-delà des armes, ce sont les volontés qui s'affrontent, ce sont les esprits. Et donc la force morale, elle est au cœur de la résilience d'une armée. Si vous avez la meilleure des armes, mais si vous n'avez pas dans votre esprit l'envie de vaincre, ça ne fonctionne pas. Et donc la résilience au cœur même des esprits, c'est la capacité pour nos soldats, pour les militaires, d'avoir dans leurs actions cette volonté de vaincre et donc cette force morale qui les accompagne dans l'accomplissement de leur mission. Et la Red Team, elle intègre ces problématiques de résilience dans sa réflexion puisqu'elle est là pour venir bousculer le ministère des Armées, elle est là pour présenter le pire des choses qui pourraient arriver aux armées. Donc c'est vrai que parfois, on pose la question à la Red Team, mais pourquoi vous imaginez les pires scénarios pour vos histoires, pour vos différentes imaginaires et vos différents mondes? Et on leur répond, nous, on est là pour bousculer, pour faire peur au ministère des Armées. Donc évidemment, on va pas inventer de belles utopies, on va plutôt être dans la dystopie. Et on le comprend tout à fait. Et donc pour penser la résilience de demain, on doit penser les pires scénarios de demain. Et les champs qui sont parcourus par nos auteurs, ce sont des champs qui sont communs également avec les problématiques de la société. Donc on va retrouver évidemment la problématique environnementale, on va retrouver toute la problématique également de la société de l'information, de l'immédiateté de l'information, ce qu'on appelle dans le domaine militaire le champ des perceptions et le domaine immatériel également du cyber. Comment est-ce que nos auteurs justement travaillent? Comment est-ce qu'ils imaginent ces mondes futurs et ces dystopies futures? Eh bien, c'est un travail de groupe pour des auteurs qui ne savent travailler normalement que seuls. Et donc, tout le challenge de cette épopée, c'est vraiment de trouver un connecteur entre nos auteurs, dessinateurs, scénaristes, pour imaginer l'avenir sous une plume commune, et non pas une somme de plumes uniques. Et il y a quelque chose qui les fédère très fortement, c'est cet engagement citoyen, ce sens de vouloir servir la France. Et donc, ils ont tous en commun
de vouloir raconter l'histoire de manière à bousculer un petit peu les armées, non pas parce qu'ils n'aiment pas les armées, parce que justement, ils sont conscients que les armées sont là pour défendre la France, pour défendre le peuple français, et que pour défendre les valeurs demain de la République et de la France, eh bien, il faut aller la bousculer au plus profond de son intimité pour justement qu'elle puisse trouver des moyens de contrer les menaces qui lui sont présentées. Donc on a un petit peu ce travail à trois voies. La voie culturelle, créatrice de la science-fiction, la voie des sciences qui va vraiment donner une crédibilité, une pertinence au scénario, et puis la voie militaire qui est non pas là pour orienter les auteurs, mais qui est là pour leur dire les points qui sont les plus sensibles, les points qui intéressent le plus le ministère des Armées, puisque, in fine, la Red Team, c'est pas juste une œuvre pour la beauté du geste, c'est une œuvre qui va vraiment devoir venir nourrir le ministère des Armées pour demain créer des projets, des études qui vont permettre justement au ministère des Armées d'être plus résilient et d'être plus à même de traiter les crises auxquelles on devra être confronté en 2030 jusqu'en 2060. La force principale de la Red Team, c'est de mettre l'imaginaire de ces 10 auteurs au service de l'anticipation des crises. Cette capacité à imaginer permet de fantasmer des futurs désirables, comme d'en entrevoir des plus angoissants. Comme sur un fil, nous oscillons entre ces deux possibles sans savoir comment ils s'entremêleront. Mais l'imagination n'est pas uniquement l'apanage de la Red Team. C'est une faculté que nous possédons toutes et tous et qui n'attend que d'être utilisée. Pour nous encourager à y faire appel plus souvent, nous allons maintenant nous servir d'une technique de relaxation qui repose sur la pleine conscience pour construire le présent, mais aussi rêver des futurs plus calmes et sereins. Banu Gokoglan est sophrologue spécialisée en méditation de pleine conscience. Pendant plusieurs mois, elle nous a accompagnés, étudiantes et étudiants du MTI. Au cours de cette année particulièrement difficile à vivre, elle nous a permis de créer un espace agréable où nous nous sommes écoutés en partageant nos émotions. Maintenant, nous vous invitons à vivre cette expérience collective durant laquelle Banu nous propose une méditation dont elle est l'auteur. Alors fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de sa voix. Je vous propose une expérience pour rester sur ce fil conducteur, celui de la résilience. Pour cela, je vous invite à vous installer confortablement et à vous détacher de la méfiance. Car dans cet espace-temps dans lequel je vous emmène, celui de la pleine présence, nous pouvons goûter à une nouvelle dimension de notre être qui entre en résonance avec le monde qui l'entoure. Seulement si nous osons installer en nous la bienveillance. Pouvons-nous nous autoriser à fermer les yeux, ici et maintenant, dans cet instant d'insouciance? Orienter notre attention sur la respiration, ce souffle de vie plein de puissance, et juste nous permettre d'emménager dans un nouvel état de conscience. Alors peut-être, nous pouvons laisser notre regard se tourner avec élégance dans cet espace intérieur, celui du cœur, qui est sans limite et qui se nourrit de l'espérance. Apprendre à accueillir sans jugement ce qui est là, en nous, prend alors du sens. Alors que la tête reste dans l'indifférence, le cœur sait guérir toute doléance. N'est-ce pas une forme de résilience que d'oser entrevoir autrement la souffrance? Laissons à présent les mots se poser délicatement pour offrir une naissance. Pour cela, rien de plus simple que de suivre notre respiration sans chercher la performance. Juste suivre notre inspiration du début jusqu'à la fin, libérée de toute résistance. Juste suivre notre expiration du début jusqu'à la fin, libérée de toute échéance. C'est dans cet espace-temps, si éphémère et si éternel à la fois, que se produit la renaissance. Juste après ce moment, vous savez, celui qu'on appelle chaos, effondrement
ou turbulence. C'est alors que tombent tous nos repères, parfois des rêves et même des croyances. C'est comme un vide, plein de questionnements qui s'installent sans prévenance. Et pourtant, c'est dans ce vide plein de rien que se trouvent les futures semences. Ne serait-ce pas une transition, un passage pour accéder à de nouvelles connaissances? Parce que finalement, ne sommes-nous pas là pour vivre des expériences? Certains pourront rétorquer « oui, à condition qu'elles se déroulent dans la tolérance ». D'autres ajouteront à condition que nous nous libérions de l'ignorance. C'est alors que créer, changer, imaginer et innover coopèrent dans cette impermanence pour dessiner un nouveau monde intérieur aux couleurs de l'abondance, celle de l'amour, de la sérénité, du partage et de la confiance. Et un nouveau monde extérieur aux couleurs de la clairvoyance, celle de la paix, de la joie, de l'entraide et de la décroissance. Alors, durant la dernière minute qu'il nous reste, du mieux que nous pouvons, avec douceur, je vous invite à vous offrir cette liberté d'ouvrir la porte de votre espace intérieur. Comme la chenille qui devient papillon, déployons notre potentiel, libérés de toute peur, pour vivre chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, comme une transformation, nous aidant toujours à voir dans chaque situation le meilleur. Je ne sais pas vous, mais ce moment de douceur m'a permis de calmer le flux de mes pensées, d'y voir plus clair pour laisser de l'espace à de nouvelles réflexions. Peut-être vous êtes-vous laissé porter par Banou, ou peut-être êtes-vous resté à l'écart de cette expérience. En tout cas, ce qui est fascinant, c'est qu'il se passe des choses différentes dans nos cerveaux et que nous n'expérimentons pas tous une situation de la même manière. D'ailleurs, nos sociétés modernes ont essayé de décortiquer notre cerveau à la lumière de multiples disciplines. Ce que nous savons, c'est que notre cerveau se construit au fur et à mesure des moments clés de nos vies. Ces étapes peuvent prendre la forme de chocs ou de traumatismes, aussi bien physiques qu'émotionnels, et contribuent à notre singularité. Mais en tant qu'être humain, comment faisons-nous face à un choc ? Pourquoi la gestion des traumatismes est-elle différente selon les individus et selon les stades de nos vies ? Afin de répondre à ces questions, nous nous sommes rendus dans le sud de la France pour rencontrer le neurologue et psychiatre Boris Cyrulnik, aussi surnommé le pape de la résilience. Il a en effet réinventé le concept de la résilience psychique en réintroduisant ce terme dans la langue française. Il éclaire notre lanterne sur la façon dont nous pouvons réagir, traverser, répondre et peut-être même apprendre à anticiper ces crises. Alors, les traumatismes sont très fréquents dans une aventure humaine. On traverse rarement la vie sans connaître des traumatismes et des épreuves. La différence, c'est que dans l'épreuve, notre cerveau affronte, alors que dans le traumatisme, notre cerveau est sidéré, notre psychologie, et ne peut plus traiter les informations. Alors, les deux facteurs essentiels de la résilience, c'est le soutien affectif, une présence, réelle ou imaginaire, et le sens qu'on attribue à ce qui nous est arrivé. Donc la même situation va être biologiquement interprétée de manière différente et on va mieux la supporter. Le stimulant naturel, inévitable, nécessaire d'un enfant, c'est le contact, le soutien affectif, la parole et la culture. Si on propose ça après le virus, beaucoup d'enfants reprendront un bon développement, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont oublier. Et ceux à qui on ne proposera pas ça, ceux qu'on va laisser isolés, auront des altérations cérébrales. Et si on les isole trop longtemps, la résilience sera de mauvaise qualité. Mais il faut qu'il y ait autour du bébé un cercle, une écologie, une niche écologique capable de tutoriser ces développements. Quand il y a des blessures physiques, c'est dans notre corps, c'est dans notre histoire. J'ai eu un grave pépin, voilà. Et ça, on ne l'oubliera pas.
Mais ce qui va rester, c'est qu'est-ce que j'en ai fait? Le trauma, je l'ai eu, et qu'est-ce que j'ai fait face au trauma? Est-ce que je me suis soumis? Est-ce qu'on m'a laissé abandonner, puisqu'on a dit tout à l'heure que seul, on n'a aucune chance de s'en sortir? Est-ce que je me suis soumis, ou est-ce que je me suis débattu pour reprendre un autre développement? Et si on se débat, ça veut dire qu'on a analysé les conditions du trauma et qu'on a compris ce qu'il fallait faire et qu'on l'a fait plus ou moins bien, parfois très bien, parfois moins bien, mais on fait ce qu'on peut, mais on l'a fait. Maintenant, ce qui fait la nouvelle hiérarchie sociale, c'est le diplôme, c'est apprendre un métier. Alors qu'avant, on faisait du social avec son corps, la force physique, le courage physique, le ventre des femmes pour mettre au monde des enfants, et les bras des hommes pour travailler 15 heures par jour à la mine, ou faire la guerre. On ne veut plus de cette manière de faire de la société, et maintenant, donc, on est contraint à inventer de nouvelles formes de solidarité. Et ça, c'est un ennui de la technologie, c'est que ça fragmente le savoir. Ce qui fait que si on veut garder le bénéfice de la technologie, il faut garder le savoir technique que ça nous apporte et les progrès fantastiques que ça nous permet, mais il faut compenser, ajouter la rencontre, la relation humaine, la rigolade, l'art, le sport, les bêtises nécessaires de la vie pour qu'on ne soit pas coupé, ce qu'on voit avec les écrans. Les gosses, les jeunes qui s'isolent face aux écrans, ils ont de gros dégâts cérébraux. Donc on voit qu'il y a un moment où on apprend à une vitesse stupéfiante, et puis plus on vieillit, moins on apprend. On continue à apprendre dans sa discipline, mais on ne peut plus changer de discipline. C'est pour ça que quand les jeunes inventent une nouvelle société, les âgés sont un peu désemparés parce que les jeunes inventent une nouvelle société. Mais lorsqu'il y a une catastrophe collective, ce qui est notre cas aujourd'hui, si on remet en place le processus qui a mené à la catastrophe, ce qui s'est déjà régulièrement passé au cours des siècles des pestes, eh bien, si on recommence à mettre en place l'hyperconsommation, l'hypercirculation, eh bien, dans 2 ans, il y aura un nouveau virus et il faudra tout recommencer. Et là, on se rend compte que la culture, l'art, les récits jouent un rôle majeur. Donc, probablement, maintenant, on est contraint à la renaissance, c'est-à-dire inventer une nouvelle forme d'éducation et de solidarité pour ne pas remettre en place ce qui a provoqué la catastrophe. Grâce à Boris Cyrulnik, nous comprenons que la résilience est un phénomène à plusieurs niveaux. Individuel tout d'abord grâce à notre cerveau et son évolution propre, et collectif ensuite grâce à notre culture et notre entourage qui forgent les personnes que nous devenons. Mais ce phénomène peut être observé chez d'autres espèces dans la nature, et ce à diverses échelles. Les systèmes et écosystèmes, tout comme les humains, sont capables après un choc de s'adapter pour retrouver un équilibre et poursuivre leur développement, leur évolution. Cette grande faculté des végétaux, animaux ou des micro-organismes peut devenir une source d'inspiration pour nos sociétés, c'est le principe du biomimétisme. Laura Magro est ingénieure et directrice adjointe en charge du développement scientifique au CEBIOS, le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Avec elle, nous verrons que le biomimétisme permet d'envisager une forme de solidarité entre les espèces et d'appréhender nos besoins essentiels sous le prisme de l'environnement. Les innovations durables et frugales deviennent alors le vecteur d'une nouvelle forme de résilience qui dépasse l'espèce humaine et prend en compte tout son écosystème. Le biomimétisme, il s'agit de s'inspirer du vivant pour innover durablement. La bio-inspiration, c'est le concept le plus large qui intègre l'émerveillement du vivant et toute l'inspiration, même créative, qu'il peut apporter, même si elle est purement métaphorique ou esthétique. Compréhension des mécanismes et éco-conception qui vont être à la base vraiment du biomimétisme. Effectivement, ça a toujours existé. On en connaît un peu des grands ambassadeurs. On pense à Léonard de Vinci ou à d'autres grandes personnalités qui ont vraiment mêlé les disciplines scientifiques, mêlé les approches créatives. On connaît aussi des success stories ou des grands exemples biologiques, la patte de gecko, la soie d'araignée, qui sont très, très classiques. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dépasser ces cas particuliers. De se dire, il y a eu de belles réalisations, mais on a envie que ce soit beaucoup plus systématique, que ça ne repose pas que sur quelques individus qui ont des profils extraordinaires, mais que ça puisse entrer dans n'importe quelle stratégie d'innovation, de conception,
au sein de l'ensemble des filières industrielles et que ce soit clairement positionné aussi dans cet objectif de développement durable. Le vivant, effectivement, peut être étudié un petit peu espèce par espèce, de manière individuelle et un peu décorrélée. Ça, c'est presque une vision naturaliste qui date du 19e siècle, alors qui a fortement imprimé dans nos consciences. Cela dit, en fait, aujourd'hui, les sciences du vivant, elles regardent bien la dynamique écologique des écosystèmes, que ce soit à l'échelle des micro-organismes et vraiment des collectifs microbiens, par exemple, qu'aux échelles planétaires, de comprendre le fonctionnement des écosystèmes entre espèces. Donc voilà, on a aujourd'hui une vision qui est effectivement, dans l'étude même du vivant, beaucoup plus interconnectée entre les espèces. Et dans la vision du biomimétisme, ça doit bien sûr nous interroger aujourd'hui sur le fonctionnement de l'ensemble de nos activités et de toutes les interconnexions, interactions entre différentes fonctions, entre différents organismes humains, technologiques ou industriels, par exemple. Donc, dans le vivant, la question de la résilience ou de l'adaptation, ça se pose à plein de niveaux différents et de manière récurrente. On peut penser à une espèce qui doit réagir face à un prédateur. Donc, il y a une adaptation, une résilience très immédiate. À une autre échelle, l'arrivée d'une nouvelle saison. Ça demande effectivement, c'est un bouleversement de l'environnement qui demande de s'adapter, mais c'est prévisible. Et à une échelle très long terme, on a une adaptation évolutive qui peut être attendue parce que le climat change, parce que l'écosystème change, parce qu'on s'est déplacé. Et donc, une évolution très long terme, en fait. Donc, on retrouve cette notion d'adaptation et de résilience à toutes les échelles. On a également des tas de développements toujours sur les matériaux, des matériaux adaptatifs, fonctionnels, qui vont pouvoir changer de forme, changer de propriété en fonction de l'environnement extérieur. Et on ne va pas utiliser de source d'énergie interne, mais bien se dire en fonction d'une variation d'humidité, une variation lumineuse, avoir des propriétés qui changent. Et les matériaux du vivant, ils sont multifonctionnels. Et ça aussi, en termes de résilience, ce n'est pas un matériau qui est designé ou conçu uniquement pour une plage de fonctionnement ou un système très, très précis, mais au contraire très adaptatif en fonction des conditions environnementales qui peuvent changer. Donc ça permet de reconcevoir nos matériaux pour tous les secteurs d'application, depuis le transport, nos systèmes d'énergie et nos bâtiments, en fait, donc à toutes les échelles. Donc voilà, donc on a cette idée que le vivant peut nous inspirer pour reconcevoir un petit peu différemment tout ce qu'on peut produire. En termes de méthodologie de conception, le biomimétisme s'est structuré depuis plusieurs années avec vraiment des outils de conception innovantes, des méthodologies où vraiment on va accompagner, formaliser un certain nombre d'étapes depuis l'analyse d'un problème technique jusqu'à la génération de solutions innovantes, en passant évidemment par l'exploration du vivant et un regard très fonctionnel sur ce vivant. Donc on a des méthodologies qui vont, un certain nombre d'étapes, venir accompagner les concepteurs sur ce travail-là. Ensuite, on a plusieurs travaux de thèse en cours où on va, d'une part, par exemple, confronter le biomimétisme aux méthodologies de créativité existantes. Donc, design thinking, théorie CK et l'ensemble de ces méthodologies de conception, le TRIZ par exemple, et de voir comment ça peut mutuellement se nourrir. Comment est-ce que le biomimétisme peut monter en puissance grâce à ces outils de conception innovantes et à l'inverse, comment est-ce que ces outils de conception innovantes peuvent aussi bénéficier de l'apport de la biologie et du biomimétisme. Donc effectivement, on peut se demander un petit peu quel est le caractère universel du biomimétisme, de la bioinspiration. On peut penser par exemple à l'exploration spatiale. Est-ce qu'il y a des équivalents dans le monde vivant ? De la même manière, le nucléaire, les énergies fossiles, quel parallèle avec le monde vivant ? Pour autant, à partir de chacun de ces exemples, on peut justement par la méthodologie décortiquer en analyse fonctionnelle et se dire c'est quoi les grandes fonctions qu'on cherche à remplir. Et à partir de chacune de ces fonctions, la transposition et l'analogie en fait, avec le vivant redevient tout à fait pertinente. Parce qu'on revient à chaque fois sur des fonctions de base comme la régulation thermique, comme de la protection, comme de la mobilité ou de la mobilisation de ressources, de la gestion de l'énergie. Comment le vivant, est-ce que produit, stocke, distribue de l'énergie de manière efficace ? Et en remontant à toutes ces grandes fonctions, finalement, on voit que n'importe quelle problématique technique humaine peut tout à fait être regardée par le prisme de la biologie et de la bioinspiration. Donc, sur le sujet de la ville durable, de la construction de notre habitat, le biomimétisme peut aussi être un levier très intéressant. On voit aujourd'hui que dans les courants de réflexion sur la ville durable, on est passé d'un système où on cherchait à réduire nos impacts carbone ou consommation de ressources à l'idée d'un habitat neutre. Et aujourd'hui, tout le monde se pose la question du régénératif, du restauratif, d'aller vers des externalités positives.
Et aujourd'hui, le biomimétisme est un vrai outil de réflexion qui s'articule avec ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Vraiment, quand on pense revitaliser la ville ou interagir très directement avec le vivant, le biomimétisme fournit un outil complémentaire pour vraiment articuler comment est-ce que nos besoins techniques et fonctionnels peuvent s'articuler avec ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc vraiment, comment est-ce que notre habitat ne doit pas seulement nous protéger nous, mais rendre des conditions propices aussi à l'ensemble des autres espèces et être régénératif de biodiversité au service de notre écosystème environnement, pas que pour l'espèce humaine. Donc on a vraiment cette articulation possible entre biomimétisme et construction régénérative, restaurative, qui va être aujourd'hui un levier intéressant au-delà d'une recherche à l'échelle des matériaux, mais qui voit une échelle beaucoup plus écosystémique. La nature, par sa diversité et sa force, nous fascine et nous inspire dans nos solutions futures. Mais comment transposer concrètement des solutions à échelle humaine dans des villes qui sont devenues de véritables nœuds de trafic, de flux en tout genre et de rencontres innombrables ? Prenons Paris, avec ses avenues qui semblent prendre la forme d'une toile d'araignée et ses citoyens qui s'animent comme un réseau de fourmis. Les attentats, les crues, les manifestations, les grèves ou encore les confinements ont changé la face de la ville et plus largement celle des territoires français. Ils sont contraints d'évoluer avec plus ou moins de succès pour s'adapter aux chocs qui modifient le cours de nos vies. Alors plus précisément, comment s'organise la résilience territoriale ? Quel type de gouvernance dans les villes peut permettre à ces lieux à la densité et à la complexité forte de s'adapter ? Comment l'innovation s'intègre-t-elle dans la construction des espaces de demain ? Sébastien Maire, anciennement délégué général à la transition écologique et à la résilience de la ville de Paris et aujourd'hui délégué général chez France Ville Durable, en parle avec nous. Alors un territoire résilient, c'est un territoire dont les acteurs ont pris conscience des vulnérabilités. Vulnérabilités environnementales, climatiques, c'est peut-être celles qui sont les premières à venir à l'esprit aujourd'hui, mais pas que. Vulnérabilité économique, vulnérabilité sociale, vulnérabilité sanitaire, vulnérabilité organisationnelle. C'est une vision qui doit forcément être holistique, qui doit forcément être systémique. En premier lieu, un territoire résilient, c'est un territoire qui a pris conscience de ses vulnérabilités, mais aussi de ses opportunités, mais aussi de ses atouts. Et tout le travail sur l'élaboration d'une trajectoire territoriale qui soit plus résiliente, c'est un travail qui vise à mettre en relation ces vulnérabilités avec ces opportunités. Je dirais enfin qu'un territoire résilient, c'est un territoire qui a mis en place une gouvernance de la transformation. Une gouvernance, alors on disait avant une gouvernance de la transition. Aujourd'hui, on considère que la transition, c'est pas assez fort par rapport à l'enjeu. Transformation, pourquoi pas, certains parlent de bifurcation. Il est donc indispensable que le système de gouvernance de la transformation du territoire soit complet, le plus large possible, intègre aussi bien des acteurs publics que des acteurs privés, que des acteurs citoyens, que des acteurs académiques. Et c'est ça qui permettra de faire le territoire résilient, plus que telle ou telle solution, tel ou tel dispositif, telle ou telle politique. Donc c'est fondamental de penser la résilience comme un processus apprenant, comme un processus qui permet une plus-value quand arrive le désastre parce que le territoire, ses acteurs, ses infrastructures, ses systèmes vont profiter de l'événement disruptif pour faire évoluer un certain nombre de choses et se solidifier, se renforcer pour le cas où ce nouvel aléa vienne à se reproduire. La question de la technologie, elle est complètement centrale dans tous les débats qu'on a aujourd'hui sur l'avenir des villes. Elle est centrale notamment parce que elle est une partie de la solution et elle est aussi une grosse partie du problème. Or, nous sortons de plusieurs décennies où la technologie a toujours été présentée systématiquement et obligatoirement comme quelque chose de forcément vertueux et positif, indépendamment des impacts que pouvait avoir le développement de toutes ces machines que nous n'utilisions pas avant sur l'utilisation des ressources, sur cette pression qu'exerce l'économie au quotidien sur les ressources de la planète. L'objectif de sobriété, qui est vraiment central dans des logiques de résilience, il implique une bifurcation importante dans les visions. Par exemple, prenons la construction des bâtiments.
le développement des zones d'aménagement, quels que soient les territoires, en ville, à la campagne, etc. Et si on prend les bâtiments, il y a énormément de progrès en innovation et en technologie qui ont été faits au cours des dernières années et décennies pour rendre la construction des bâtiments neufs beaucoup plus vertueuse, au regard des enjeux climatiques, des enjeux des ressources, etc. Et c'est plutôt intéressant. Ça a plutôt fonctionné, mais ce n'est pas du tout l'enjeu. Les bâtiments neufs ne sont pas un enjeu de transition écologique. L'enjeu de transition écologique, c'est l'existant. C'est tout ce qu'on a construit avant d'avoir fait ce travail-là. Et on considère par exemple qu'en 2050, à Paris, les bâtiments, le bâti qui sera ici, équipement public, bâtiment, logement, etc., et qui devra encaisser des canicules à plus de 50 degrés pendant des semaines, ben, il est déjà là. Donc les 20% qui restent et qu'on va construire d'ici là, c'est pas vraiment l'enjeu. Donc peut-être faut-il de l'innovation pour savoir adapter le mieux possible ce bâti existant, le rendre plus vertueux, etc. Très certainement, mais pas forcément de l'innovation technologique, hein. Un exemple type, la ventilation naturelle, que l'homme a utilisée pendant quelques dizaines de milliers d'années pour rafraîchir ses bâtiments, qu'on a juste oublié depuis quelques décennies au profit de VMC avec des contrats de maintenance et tout un tas d'outils technologiques, c'est bien plus vertueux. C'est bien plus vertueux. Aujourd'hui, on y revient complètement en disant, finalement, utiliser le vent, ça marche très bien. Peut-être qu'on n'avait pas besoin là d'un outil technologique pour ça. Et donc, je ne sais pas s'il faut parler low-tech, high-tech, peut-être juste tech. La question des échelles est absolument centrale dans une approche résiliente. Les échelles territoriales et les échelles de temps en particulier. Si on prend les échelles territoriales, tout le monde a un rôle à jouer dans la résilience. De l'individu, qui doit se donner les moyens de sa propre résilience individuelle, au territoire tout entier, qui peut être local et plus grand, qui doit garantir à l'individu les conditions de sa propre résilience parce qu'il va continuer à lui fournir de l'électricité, des transports, de l'alimentation, etc., quoi qu'il arrive. On est donc bien sur un emboîtement d'échelles, d'acteurs différents, qui doivent absolument faire évoluer la façon dont ils travaillent ensemble pour rendre le territoire plus résilient. Et donc, c'est pour ça que le tout premier préalable, normalement, à l'élaboration d'une démarche de résilience territoriale, c'est l'élaboration d'un diagnostic partagé des enjeux. Est-ce qu'on est bien tous d'accord sur la réalité des enjeux? Une fois qu'on est bien d'accord, on peut partir dans l'élaboration de solutions partenariales. Mais si on n'est pas d'accord sur l'enjeu, pourquoi on ferait tout ça? Donc en tout cas, ce sujet de la conscientisation me paraît être le préalable. Parce que si tout le monde est conscientisé, les mettre autour de la table peut suffire. Ça peut suffire. À partir du moment où tout le monde partage le point de vue, on a fait un pas énorme. Et c'est beaucoup plus facile que chaque acteur avec ses spécificités dise « moi je fais ça, je m'engage à ça, etc. » Sinon, ça apparaît comme de la contrainte. Et la contrainte n'est pas un moteur ultra efficace. Nous avons donc parcouru des univers où la résilience pouvait prendre des formes différentes, se manifester à l'échelle de l'individu, du système ou du territoire. Nous avons également eu des exemples démontrant comment résilience et innovation sont étroitement liées et comment l'une fait levier sur l'autre et vice-versa. Pour nous permettre de prendre de la hauteur et de mettre en perspective nos réflexions et interrogations, le dernier arrêt de notre aventure se fait en compagnie de Vincent Bontemps. Philosophe des sciences et techniques, il est aussi chercheur au CEA. Il nous offre un regard à la croisée des mondes sur le sens de la résilience, de l'innovation, du choix et du progrès dans nos sociétés. Quand un système, que ce soit un système vivant, une institution, une entreprise, est traumatisé et agressé, subit un choc, il peut y avoir différents profils qui se révèlent suivant le type de réaction à ce choc. Et le concept de résilience a l'intérêt de mettre l'accent là-dessus, en même temps qu'on peut se demander s'il ne dissimule pas une diversité, s'il n'y a pas plusieurs choses différentes qu'on nomme par le concept de résilience. Donc il y a un auteur que j'aime citer sur ce sujet qui est Nassim Taleb, qui est libano-franco-américain, qui a été trader avant de devenir une sorte de philosophe finalement, avec une idéologie assez libertarienne qu'on n'est pas forcément obligé de partager, mais qui a le mérite d'être très acide et d'avoir une réflexion aiguë sur ce sujet.
notamment dans son livre qui s'appelle Antifragile. Alors, Nassim Taleb avait fait toute une recherche sur les événements rares catastrophiques qu'on appelle les signes noirs, qui viennent remettre en cause toutes nos certitudes parce qu'on pensait que c'était impossible, puis ça se produit quand même. Et il a ensuite porté son regard d'une façon, on va dire, avec une réflexion éthique sur la résistance précisément à ces événements, ces erreurs, ces événements inattendus qui perturbent énormément les systèmes. Et il définit 3 profils. Il y a des systèmes qui sont fragiles, c'est-à-dire quand une erreur de ce type qui sort de ce que le système sait utiliser et admettre et compenser comme variation, eh bien, ces systèmes-là vont avoir tendance à avoir un comportement divergent et à éventuellement s'effondrer. Et puis, il y a des systèmes qui sont robustes, qui sont caractérisés en fait par la redondance. Donc, quand la perturbation arrive, eh ben, ils vont l'amortir ou ils vont attendre que la perturbation cesse pour ensuite redémarrer. Voilà. Et puis, il y a des systèmes qu'il appelle antifragiles. Et les systèmes antifragiles, eux, eh bien, ils vont profiter de la perturbation, en réalité, pour se transformer et donc pour évoluer en sacrifiant certaines parties de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils savaient avant, mais aussi en pouvant utiliser ces événements comme des opportunités pour se développer et au détriment, d'ailleurs, d'autres systèmes dans un régime de concurrence. Et donc ça donne un caractère pour essayer de distinguer au sein de la résilience entre ce qui est robuste et ce qui est antifragile. La difficulté quand même qu'on peut soulever, c'est une limite, c'est à vouloir valoriser les systèmes antifragiles. Il y a beaucoup de systèmes financiers, par exemple, qui peuvent tirer parti des aléas. Ça veut dire qu'on est dans un cadre de pensée où on valorise un peu le struggle, enfin même beaucoup le struggle for life, ce qui survit, hein, les survivants. Et donc on a une éthique qui finalement admet le sacrifice des fragiles. La question de la scalabilité est fondamentale en technologie, en philosophie de la technologie. Et mesurer la résilience dépend le résultat d'une mesure de la résilience dépend de l'échelle à laquelle vous effectuez la mesure. Et donc, avant de pouvoir traiter la question de leur adaptation au changement climatique et de la fonte des glaciers et tout ça, il faut déjà traiter d'autres questions qui se posent à une autre échelle de la communauté. Inversement, on peut se poser la question par rapport à la technologie. Je suis spécialiste de Gilbert Simondon, et Gilbert Simondon, c'est quelqu'un qui vous dit que les machines, c'est votre seul allié pour lutter contre l'entropie. C'est le seul allié de l'espèce humaine et du vivant en général pour vivre un peu plus longtemps sur cette planète. Donc il considère la machine, il la définit comme étant négantropique. Et on ne peut pas contester ce point, que la machine soit quelque chose qui permette de stabiliser un environnement à son échelle. Le seul problème, c'est que le paradoxe, c'est que quand on prend l'activité agrégée de toutes les machines, on sait que c'est le facteur principal d'entropie dans notre monde. Et donc, il y a quelque chose qui devient un paradoxe et peut-être une contradiction. Donc, vous voyez, les choses sont complexes sur la résilience. Et le choix de l'échelle à laquelle on mesure est vraiment primordial. L'intérêt principal de la résilience, c'est d'adopter un point de vue dynamique sur les transformations et les rôles, notamment des destructions. Donc ça se concilie assez bien avec l'innovation, parce que l'innovation a ce caractère de destruction créatrice et de rapport avec l'obsolescence. Et c'est du coup 2 termes qui ont tendance à être galvaudés. On utilise résilience et innovation un peu à toutes les sauces, et surtout en évacuant la question des finalités. Et c'est peut-être ça le piège principal de la résilience si on ne se concentre que sur ce concept. C'est que la résilience, finalement, nous amène à peut-être penser, comme la philosophe Barbara Stiegler le fait remarquer dans son livre, qu'on est sans cesse rappelé à l'impératif de s'adapter ou justement d'être résilient dans un système, sans se poser désormais les questions sur pourquoi finalement on adhère à ce système, et quelle est sa finalité? Pourquoi faire? Dans quelle direction? On est en marche, mais en marche vers où? D'accord? Et donc là, il y a une première source d'aliénation collective, je dirais, possible dans le fait de valoriser inconditionnellement la résilience. Et pour l'innovation en prolongement, je dirais, il peut y avoir la même chose dans la mesure où la valorisation inconditionnelle de l'innovation va dans le sens de ce que le philosophe allemand Hartmut Rosa appelle l'accélération, c'est-à-dire en fait un rythme toujours plus accéléré d'obsolescence qui d'une part peut amener certains individus à abandonner, à être désespérés, ils n'arrivent plus justement à s'adapter assez vite,
Et même ceux qui parviennent à être les vainqueurs de cette compétition, ceux qu'il appelle les surfeurs, qui sont toujours en haut de la vague, eh bien, même eux vont avoir le sentiment au bout d'un moment de courir toujours plus vite, mais pour faire du surplace. Cette espèce de paradoxe moderne est de la nécessité de nos systèmes d'être dans un déséquilibre permanent et donc de devoir accélérer, mais finalement, pour ne jamais se transformer, ni jamais s'interroger sur les orientations de ces transformations. Donc, voilà, je dirais que la résilience est un concept extrêmement utile et en même temps, elle ne doit pas occulter les questions qui reposent sur des remises en cause finalement plus profondes sur les valeurs que incarne le système auquel on est attaché, auquel on participe. Finalement, vous l'avez vu, nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à la question de la résilience. Une multitude d'acteurs, citoyens, institutions et entreprises s'emparent de cette notion et tentent de l'intégrer dans leurs réflexions. Comme l'innovation, son usage est parfois déformé, abusif et sujet aux amalgames. Aussi, ni la résilience ni l'innovation ne sont des concepts qui soignent tous les maux. Plus que des fins en soi, ce sont des moyens ou même des chemins qui peuvent parfois s'avérer plus sinueux que prévu. Résilience et innovation sont liées et trouvent leur place à différents niveaux. Elles font sens lorsqu'elles sont considérées à différentes échelles de temps et de volume. Elles s'appuient sur des intelligences individuelles et collectives, celles de communautés, d'entreprises et d'institutions. Toutefois, la résilience est complexe et protéiforme. C'est un phénomène continu et diffus que l'on peut considérer à différentes échelles, tant dans les mouvements collectifs que dans les situations plus personnelles. D'une désillusion amoureuse à « on est tous Charlie », chacun d'entre nous a déjà fait preuve de résilience à un moment de sa vie. Ces exemples démontrent que la résilience dépend du contexte dans lequel elle s'inscrit. Imaginer des inconnus désirables et des futurs souhaitables, c'est ce que nous avons exploré à travers ce film. Renforcer notre solidarité, interroger notre développement et peut-être questionner nos schémas de pensée, c'est le fil rouge de notre expérience. Loin de vous donner du fil à retordre, nous espérons vous avoir accompagné dans le déroulement de votre pelote pour la confronter à d'autres, pour la faire circuler dans des univers différents et pour lui donner le sens de sa trajectoire. Maintenant, À votre façon, à vous de saisir cette aiguille pour tisser le monde de demain, et vivre celui d'aujourd'hui.